Ravi de vous retrouver, parlementaire chevronné. Hervé Mariton est candidat à la présidence de l'UMP. J'ai envie de vous poser une question extrêmement simple. Pourquoi y aller pour se faire écraser par Nicolas Sarkozy? J'y vais par conviction, j'y vais par analyse. La conviction. C'est que c'est un peu brutal d'entrée. Oui, mais la question se pose, donc c'est normal. Par conviction, parce que je pense être au cœur des convictions des militants de l'UMP, à la fois envie de conquête du monde. Nous assumons la compétition du monde, nous avons envie que la France soit conquérante. Et en même temps rassurant sur les valeurs. Si, parce que sur ces sujets, je trouve que Nicolas Sarkozy n'a pas toujours été au cœur de ses convictions et au cœur du besoin de notre pays. Il faut qu'on soit plus conquérant en économie encore. C'est toute la question du programme économique de la droite. Il faut qu'on soit très rassurant sur les questions de société. C'est d'assumer un ancrage très ferme sur les valeurs. Nicolas Sarkozy a parfois été hésitant là-dessus. Et puis aussi une vision de l'organisation de l'UMP. Président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires. Je pense qu'il y a là une petite différence avec Nicolas Sarkozy. Nous avons qui du peut-être temps, ne s'arrêterait pas on va aborder à la présidence de l'UMP. toutes ces questions. Au fond, est-ce que c'est une candidature de dissuasion? C'est pas une candidature de dissuasion, c'est une candidature de conviction. Mais non. Est-ce que vous êtes en train de dire finalement il ne devrait pas se présenter? À peu près. Nicolas Sarkozy, je le respecte. Mais vous le dites. Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy, je le respecte. Si je suis candidat, c'est que je pense que ma candidature est la meilleure. Ensuite, les militants décident. Ils ont l'air plutôt de trouver ça intéressant et positif comme démarche. J'étais hier soir à Chartres à l'invitation de mon collègue Jean-Pierre Gorge qui me soutient. Je peux vous dire que le public qui était là, très nombreux, était très positif et en soutien à la garde de ma candidature pour les deux raisons que je viens de vous dire. Le fond, la conviction et les modalités du redressement de l'UMP. Car quelles que soient les perspectives de Nicolas Sarkozy au regard de l'élection présidentielle, le redressement de l'UMP, qui est un point de passage nécessaire, un préalable indispensable... Mais Bruno Le Maire, qui fait une tournée comme vous, m'a dit exactement la même chose la semaine dernière. C'est-à-dire que partout où il va, on l'acclame. Et quand on regarde les sondages, c'est Nicolas Sarkozy qui triomphe. Les sondages, si je peux me permettre, sont faits sur les sympathisants et pas les militants. Il se trouve que le corps électoral de la présidence de l'UMP, ce sont les militants. Je prends un exemple. Quand je dis président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires. Au demeurant, je suis le seul à dire cela. Bruno Le Maire ne dit pas cela. Il est potentiellement aussi candidat aux primaires. Eh bien, ça, les sympathisants de l'UMP, ils s'en fichent de l'organisation interne de l'UMP. Ce que je dis aussi sur ce qui est nécessaire en termes de redressement de la mécanique de l'UMP. Diversement, les militants, ça les intéresse. Est-ce que vous considérez justement, parce que je reviens à cette question, qu'il faudrait que Nicolas Sarkozy ne se présente pas? Et pourquoi? Parce que je ne trouve pas très clair. Mais si, je suis extrêmement clair. Je pense que Nicolas Sarkozy peut être candidat, évidemment, aux primaires. Il a peut-être envie. Il est libre, exactement. Il a peut-être envie. Il est libre. Et il a sa légitimité d'être candidat de nouveau au présidentiel. Quand on a sa légitimité, son histoire, on ne passe pas par la case parti, parce que ça ne serait pas positif pour le redressement technique du parti qui reste indispensable. Si on veut être capable, être légitime à redresser la France, il faut d'abord démontrer qu'on est capable de redresser le parti, y compris par une dimension tout à fait mécanique qui suppose de s'y consacrer pleinement. Mais on a l'impression qu'il y a une sorte de bande qui n'avouerait pas fondamentalement son objectif, qui serait composée de vous, de Le Maire, de Juppé, de Fillon et des autres, qui, quoi qu'il arrive, face à, au fond, la tornade Sarkozy qui s'annonce, vous seriez des sortes de, comment peut-on dire, des empêcheurs de danser en rond. Avec votre arrière-pensée, vous connaissez cette phrase du général de Gaulle, il y a toujours un moment, il faut se mettre en accord avec ses arrière-pensées. Ben, votre arrière-pensée, en fait, ce serait de l'empêcher. Guillaume Durand, accordez-moi au moins de n'avoir aucune arrière-pensée. Je suis fondamentalement un homme libre, d'autant libre que pour ce qui me concerne, je n'ai jamais été ministre de Nicolas Sarkozy, je n'ai jamais été courtisan à l'égard de Nicolas Sarkozy et je ne l'ai jamais insulté. Donc j'affirme en toute liberté ma conviction sur notre fond et ma vision sur la meilleure manière de faire fonctionner l'UMP et mieux faire fonctionner l'UMP. Donc ça ne fait pas partie d'une sorte de dispositif qui n'avouerait pas son nom, qui serait au fond l'empêchement du retour de l'ancien président. Je peux vous assurer que de ma part, il n'y a pas de complot. Et qu'en tout cas, je n'en suis pas parti. Tout à l'heure, avant d'entrer dans ce studio, vous disiez, et je l'ai lu d'ailleurs dans Direct Matin, que cette présidence, je parle de celle de François Hollande, est une certaine forme de tragédie. Pourquoi? Les résultats, on juge l'action publique d'abord. Le mot est violent. Le mot est fort, le mot n'est pas irrespectueux du président de la République. Je pense qu'il faut... Non, pour un amateur de littérature, oui. Tragédie, c'est le bilan de l'action tel que les Français le constatent. Tragédie dans les résultats, tragédie aussi dans le reniement.
François Hollande a été élu sur une imposture et sur une méprise. Mais cette imposture et cette méprise continuent. Un certain nombre de commentateurs ont dit le plus grand bien de M. Macron, qui était supposé incarner la nouvelle version de l'économie sociale libérale moderne. Mais M. Macron, il a vaguement été secrétaire général adjoint de l'Élysée pendant 2 ans. Il n'a pas juste regardé les trains passer. Il est tout de même quelque peu responsable des résultats économiques qui démontrent aujourd'hui l'enfoncement du pays. M. Macron a été l'auteur du programme économique en 2012. Tragédie, quand je vais en juillet rencontrer les militants de l'UMP à Londres, qui sont tout à fait intéressés par la discussion que nous menons ensemble pour l'avenir de l'UMP, sur l'économie, sur les valeurs, et en même temps, dans ce public nombreux que j'avais devant moi, pas un qui n'ait envie de revenir en France. Question, on a vu des déclarations et entendu des déclarations récentes de Michel Sapin sur les économies, les 21 milliards qui peut-être n'y seront pas. Est-ce que vous avez l'impression que là, on est face aussi à quelque chose qui serait une sorte de tournant, c'est-à-dire que les 50 milliards qui ont été annoncés n'existeront jamais? Alors attention, parce que là, il faut vraiment être précis sur les mots, parce que eux disent qu'ils vont les documenter, ils le disent depuis le début. Est-ce que vous, qui connaissez bien ces problèmes économiques, vous considérez que là, on est face à un mensonge d'État? Je suis le porte-parole du groupe UMP à la Commission des Finances. Comme vous le dites, je suis un parlementaire bosseur. On peut d'ailleurs à la fois viser le parti et en même temps travailler au Parlement. Depuis le début, nous disons avec Gilles Carrez, avec d'autres, combien il y a de nouveau sur ce sujet une imposture. Les 50 milliards n'ont jamais été documentés, justifiés. Et aujourd'hui, Michel Sapin fait simplement l'aveu de la réalité. Et plutôt que de le faire au moment de la présentation du budget, un mercredi de fin septembre, il le fait au début du mois de septembre. Ça permet d'avouer la vérité en plus fine. Mais Hervé Mariton, est-ce que vous nous dites solennellement ce matin que les 50 milliards, il n'y a jamais eu, sauf dans des projets, et il n'y en aura jamais? Mais 50 milliards... Non, les 50 milliards... Est-ce qu'ils vont forcément vous répondre? Ils vous écoutent ce les matin. 50 milliards, j'espère. Les 50 milliards, le gouvernement n'y a jamais cru. Les 50 milliards, le gouvernement ne les a jamais justifiés. Les 50 milliards, évidemment qu'il faudra les faire. Il faudra aller au-delà. Tout à l'heure, Guillaume Tabar était sur votre antenne. Il cite un chiffre que j'ai, pour ma part, justifié au nom de l'UMP, en tant que responsable du projet. Ce n'est pas 50 milliards qu'il faudra faire. Nous l'avons évalué, ce besoin à de l'ordre de 130 milliards sur une législature. C'est indispensable si l'on veut à la fois, car les deux objectifs doivent être poursuivis, assainir les finances publiques et en même temps diminuer les impôts. Mais quand on est au bord de l'asphyxie et que vous avez par exemple une partie de l'opinion, même des économistes, pas forcément de gauche, mais même des économistes de droite qui disent finalement, si on asphyxie l'économie par de trop grandes économies, justement, l'économie au général, et par une restriction des dépenses, à un moment tout va s'effondrer. Le spectre de la déflation... De trop grandes économies, on est très loin de là. Regardez la comparaison avec d'autres pays en Europe. Regardez l'Allemagne qui vient d'atteindre l'équilibre des finances publiques. Ensuite, je dis bien, ces économies, c'est pour partie une réduction des déficits, pour partie une baisse d'impôts. La baisse d'impôts, c'est, et avec une stratégie de confiance et de visibilité dans le temps, c'est pour le coup une capacité d'investir et de consommer. C'est bon pour notre économie. Est-ce que vous considérez que Manuel Valls a la moindre chance de rester longtemps à Matignon? Ça peut marcher, parce que Manuel Valls est un homme de com. Je n'ai aucune confiance dans l'action au fond de Manuel Valls. Je ne connais rien des convictions de Manuel Valls et personne n'en connaît rien. Sur les 35 heures, Manuel Valls en 2011 voulait les détricoter. Manuel Valls à La Rochelle, il y a quelques jours, dit qu'il faut les maintenir. Forcément. Manuel Valls... Il est face à ses troupes. Écoutez, moi j'ai le péché, pourtant je suis candidat face au peuple militant de l'UMP d'être cohérent dans ce que je dis. Je ne sais pas si ça m'amènera à la présidence de l'UMP. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'on peut essayer de faire de la politique avec de la constance et avec de la cohérence. Manuel Valls, comme d'autres socialistes, est capable de professer tout et le contraire de tout. Est-ce que vous êtes, dans le débat sur la dissolution, favorable à un partage du pouvoir si jamais le président de la République... est amené à cette dissolution? La dissolution, d'abord, ça ne se demande pas, ça ne se refuse pas. La dissolution, c'est la rencontre avec le peuple. Je dis qu'au débat de la dissolution, nous devons mettre au vote des citoyens le fait que, clairement, nous demandons à François Hollande de s'en aller. Donc ça donnera une force supplémentaire à notre majorité, si nous l'avons. Rien n'est gagné d'avance, qui amènerait soit... Vous n'avez pas peur d'être considéré comme des putschistes? Attendez, si on demande l'avis au peuple, ça n'est pas un putsch. Et puis ensuite, François Hollande en tire les conséquences. Soit il s'en va, soit il se contente d'inaugurer les chrysanthèmes. C'est-à-dire? Eh bien, attendez, je considère que nous ne pouvons pas revivre la séquence de 86, par exemple, où un certain nombre de décisions ont dû être négociées entre Édouard Balladur et François Mitterrand. Il y a beaucoup de choses courageuses, utiles pour le pays, de libération des énergies et de l'économie qui ont été réalisées entre 86 et 88. Pour autant, le rythme a été considérablement ralenti par François Mitterrand à l'époque. Je ne veux plus de ça.
justement des 130 milliards d'économies. Je me dis, si jamais ils vont au pouvoir pour cohabiter avec François Hollande et qu'ils annoncent aux Français 130 milliards d'économies, Oui. vous n'allez pas être populaire très longtemps. Mais Et il donc faut vous l'annoncer. perdrez forcément la présidentielle. Et donc le calcul politique, il est peut-être là. Non, on ne joue pas à qui perd gagne. Votre question est tout à fait essentielle. Premièrement, nous devons annoncer la couleur avant. Si on veut faire des choses courageuses dont le pays a besoin, il faut annoncer la couleur avant. Regardez Cameron en Angleterre, en 2010. Cameron a pu faire des choses depuis 2010, parce qu'il l'a fait sans ambiguïté. Cameron a dit ce qu'il allait faire. Il a dit les économies considérables de dépenses publiques qu'il allait réaliser. Ça a été difficile, et puis maintenant, l'économie britannique se redresse. Concernant justement les emplois, qui est tellement éloigné au fond d'un système français que vous connaissez bien et que d'une certaine manière vous approuvez, qu'on voit très mal comment ça pourrait marcher en France. Mais il faut expliquer les choses, il faut donner le diagnostic. Quand on prétend, en 2003, Raffarin, réformer le régime des intermittents du spectacle sans expliquer la donne en amont, ça finit par coincer. Donc en effet, même si on veut agir vigoureusement, rapidement, fermement, il y a tout un travail de pédagogie, de méthode du changement, de méthode de la réforme. Le diagnostic, chercher des alliés, une intelligence tactique, ça se fait dans toutes les entreprises qui se réforment, y compris les entreprises publiques. L'État est la seule grande organisation à ne pas être attentive aux méthodes du changement. Les partis politiques sont les seules organisations à ne pas comprendre aujourd'hui la rigueur et la transparence nécessaires. Hervé Mariton, vous publiez Le Bonheur regarde à droite aux éditions du Cerf, et Valérie Trierweiler publie un livre ce matin. Comment vous caractériseriez justement cette aventure, je ne parle pas de l'aventure sentimentale, mais cette relation justement qui existe actuellement entre les politiques et leur vie privée? Un manque de pudeur. Pourquoi est-ce que la crise de l'UMP était insupportable en 2012? Non pas parce qu'il y avait une dispute entre Fillon et Copé, mais parce que la scène de ménage s'est déroulée dans la rue. Vous pouvez éviter scène de ménage, mais c'est mieux de ne pas casser la vaisselle dans la rue. Eh bien, je crois qu'en politique, davantage de politesse, davantage de bienveillance dans un camp, et puis globalement dans le débat, davantage de pudeur, ça ne fait pas de mal. Nous avons besoin, l'autre jour, Natacha Polony écrivait un très joli papier sur la ferveur et la vergogne. On a besoin d'enthousiasme, on a besoin de ferveur dans la vie politique, on a besoin d'y croire. Quand vous m'expliquiez il y a quelques minutes qu'au fond, la cohabitation, ça se terminerait par la défaite, parce que nécessairement, l'exercice du pouvoir conduit à la défaite. Mais c'est horrible. Ça veut dire en réalité qu'on ne croit pas en ce qu'on propose. Ça veut dire qu'en réalité, quand nous voulons agir en politique, on se condamnerait à l'échec. Non. Mais ça veut dire alors qu'il faut être très clair, très confiant, en confiance avec les Français, qu'en même temps, il faut faire preuve d'une certaine pudeur. Et Valérie Trierweiler est une journaliste de très grand talent. Mais je trouve dommage d'aller raconter ce qui est tout de même fondamentalement un épisode important de sa vie privée, comme cela, sur la place publique. Le livre d'Hervé Mariton s'appelle Le Bonheur regarde à droite, il est publié aux éditions. C'est un livre d'enthousiasme, de ferveur et de pudeur. Merci beaucoup.